Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Plaisir renouvelé, mesdames et messieurs, que de vous retrouver sur le plateau d'Info Télévision. Vous nous regardez au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde chaque matin, du lundi au vendredi. Nous sommes justement vendredi aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons clôturer notre balade de la semaine avec l'actualité tout naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps du Cameroun sur le volet éducatif. C'est parce que dans ce dernier, il y a du sang neuf injecté par le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa. C'est avec le recrutement spécial des instituteurs. Nous parlerons de cette initiative et même aussi de cette situation dans le cadre de cette émission, quand nous savons que d'ici quelques jours seulement, on parlera aussi de la rentrée effective du 1er juin pour ce qui est de la suite de l'année scolaire 2019-2020. À côté de cela, nous l'avons promis hier, nous allons parler justement de l'Amérique de ce côté et précisément, on parle de l'affaire de l'Afro-Américain qui a été, on va dire, tué après justement son arrestation par les forces de police. C'est vrai que pour les 24 dernières heures, ça a chauffé de ce côté, ça a même brûlé par endroits. Nous allons parler de cette situation dans cette émission, sans toutefois oublier que ça a aussi brûlé, cette fois-ci ici au Cameroun et plus précisément à Douala, à la prison centrale de Nubel. Nous allons revenir sur cette actualité. Pourquoi ne pas également évoquer ici l'accord de la création d'un parti politique, un autre parti politique au Cameroun. C'est sous la signature du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui fait à ce que le nommé Jean-Claude Chanda Tomné soit président du FPR, entendez, Front Populaire pour la réconciliation et la relance. Voilà justement les quelques canaux de notre émission de ce matin. Avec moi sur ce plateau, déjà confortablement installé, Willy Kak, à qui je souhaite un bonjour et surtout dans l'espoir qu'il sera toujours bien portant. Hier encore, il a commencé avec quelques signes de tout, mais Dieu a permis que nous soyons ensemble jusqu'à la fin sans incident. Dis-moi, monsieur, bonjour. Monsieur, pas vous cherchez le problème. Non, du tout. C'est juste pour rappeler que hier, ça n'allait pas en tout début. Voilà, donc de toutes les façons, ça n'allait pas, comme vous le dites, ça va mieux. Hein. Je vous ai dit que j'ai vraiment sur inspiration du patriarche, voilà, Bertrand Bessala et bien d'autres, désormais une panacée. Et cette panacée, c'est mon fameux Ekouk. Hein, je le consomme tous les matins et tous les soirs. Donc lorsqu'il y a même une petite grippe qui s'annonce, je vais trouver la rescousse auprès de ma décoction d'Ekouk. Voilà. Sur ce, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à vous, bonjour aux copanélistes et permettez-moi de dire ce matin que je suis George Floyd. I am George Floyd, en mémoire à ce jeune Afro-Américain décédé le 26 mai dernier dans une interpellation brutale et violente et même raciste de la police de Minneapolis. Oui, on va d'ailleurs en parler, mais avant toute chose, Wilika, qu'on parle de la prison centrale de Nubel. C'était un incendie qui a ravagé les lieux hier. Oui, j'ai eu les images et quand vous parlez de la prison de Nubel, j'ai vécu à quelques mètres de là, à quelques pâtés de là. Et quand on parle de prison de Nubel, nous y avons des copains d'enfance, on a des amis qui y sont malheureusement. Et donc à chaque fois qu'il y a un incident comme celui-là à Nubel, les yeux et les oreilles sont dirigés dans cette direction-là. Et on a envie de dire aussi un incident de plus, hein, un incendie de plus dans cette prison qui a déjà démontré ses limites.
Déjà, il faut avouer qu'elle est très vieille, comme la plupart de nos établissements pénitentiaires, le cas de Kundengui, le cas de Tcholire, Yoko et tout. Et du coup, cet incendie relance la question de la construction de nouvelles prisons. D'accord. Oui, la construction de nouvelles prisons, parce que quand on voit les effectifs pléthoriques qui constituent le milieu carcéral dans notre pays, et particulièrement le cas de la prison de Nebel, avec ces bâtiments qui sont partis en feu, qu'est-ce qu'on va faire des prisonniers qui étaient incarcérés? Ils seront libérés? C'est la question qu'on se pose. C'est clair qu'ils ne seront pas libérés. Et ils ne seront pas libérés, ces détenus, on va certainement trouver d'autres quartiers. Et vous comprenez que on va amasser les gens où déjà il n'y a pas d'espace. Donc, bon, voilà. Moi je suis fatigué de dire les mêmes choses tout le temps. Ce qui est sûr, on va revenir sur les lieux d'incarcération au Cameroun avec tout ce que nous vivons dans ces lieux. On a parlé aujourd'hui de l'incendie de plus et de trop dans une prison, celle-là de Nebel. Du côté de Douala, je reçois à l'instant Valère Bertrand-Bessala. Bonjour. Bonjour M. Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à M. Kak ici présent. Toujours ravi d'être parmi vous. Bien. Il s'appelle Front Populaire pour la Réconciliation et la Relance, le FPR. C'est désormais votre nouveau rival pour parler des partis politiques au Cameroun. Depuis le 27 dernier, il est né. Non, moi je pense mon parti n'a pas de rival. Moi je ne fais pas de rivalité. Hein. La politique, c'est pas, dans notre sens, à Jouvence, c'est pas la rivalité. La politique, c'est l'émulation. C'est l'émulation parce que quand on a un même objectif, c'est-à-dire prendre le pouvoir, on se met dans l'émulation, on se met dans une concurrence saine pour pouvoir atteindre l'objectif suprême. Et la concurrence saine ou l'émulation n'exclut pas que l'on puisse même parfois se mettre ensemble, parce que c'est ça le plus important. Donc l'émulation, la rivalité suppose vraiment beaucoup d'animosité, des coups bas et tout ça. Non, on n'a pas de rivalité, on n'entre pas dans la rivalité. D'ailleurs, nous sommes dans la logique à Jouvence que c'est un jeune qui doit prendre le pouvoir après le président de la République. Donc, quel que soit lambda, nous ne sommes pas dans le sens de dire que tel ne doit pas ou tel non, c'est pas ça, non, c'est pas ça notre problème. C'est pas ça notre problème. C'est la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui ont été pendant 40 ans le fer de lance de la nation, c'est eux qui doivent devenir la main de lance de la nation pour les prochaines décennies. C'est ça la philosophie simple de Jouvence. Donc, que ce soit Cabral Libi qui soit en pole position, on va soutenir. Si c'est moi qui suis en pole position, il va me soutenir. C'est ça nos accords entre nous les jeunes. Si c'est Matomba, il va nous soutenir. Dommage qu'un Difor soit parti, à part l'affaire du Covid-19. On est dans cette logique de la jeunesse. Donc, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, parlant du nouveau parti, le Front Populaire de M. Chandatom, peut-être on a quelques interrogations, parce qu'on l'avait vu quand même le 9 février dernier avec l'offre Orange comme candidat à Banjoun. Alors je me suis posé des questions. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un, une même personne, ait deux partis politiques? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas fouillé, c'est vrai, je n'ai pas fouillé, mais je sais qu'à Banjoun, son parti était candidat aux élections municipales, avec l'offre Orange que nous on connaissait avant comme étant une simple association, et on a été surpris de la voir en politique sur le terrain. De la société civile. Voilà, de la société civile, et il a gagné et de l'argent avec ces histoires-là au sein du gouvernement, partout, même au sein, dans la sous-région, avec des consultances, et on s'est surpris aujourd'hui qu'ils viennent avec un front populaire pour la réconciliation et ce qu'il dit après. Donc moi, je me pose juste des questions, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Moi, ce n'est pas une mauvaise chose de créer des partis politiques. Mais une autre question que je vais me poser, c'est de dire pourquoi cette politique à double niveau à chaque fois? Parce qu'on voit comment le ministre de l'administration territoriale signe l'autorisation d'un parti politique et refuse d'en signer d'autres. Vous savez que l'année dernière, par exemple, Cabral Libi est passé par deux partis à la fois. OMP, le ministre Atangandji a refusé d'autoriser ce parti. Il a créé même les citoyens. Il a refusé de légaliser ce parti. Il a même menacé, vous vous souvenez, par des tracts, par des signatures sur des pétitions et tout ça.
Et c'est par ce blocus du ministre de l'administration territoriale Tangandji qui refusait d'autoriser les partis par lesquels il voulait passer pour pouvoir au moins exister politiquement, qu'il est allé à Kaélé prendre un parti qui existait déjà, parce que le PCRN c'est un parti qui existait depuis 2001 ou 2002. Il est allé à Kaélé et au bout d'une assemblée générale, on l'a fait président de ce mouvement-là. Vous voyez comment un gouvernement évolue avec des gens comme le ministre Tangandji qui empêchent la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et pourtant, le président l'a dit depuis déjà 2011, je crois. Il faut oser. Il faut oser. Cabral, il a osé et on a tout fait pour le bloquer. Donc, le PCRN ne serait pas son parti aujourd'hui. Ce serait certainement soit OMP, soit les citoyens. Alors, mais parce qu'il n'a pas voulu l'autoriser. Peut-être que les choses ont changé. Non, rien n'a changé. Je peux vous citer d'autres cas. Si je vous dis par exemple que moi-même avec Jouvent, je suis allé aux élections sans l'autorisation d'Atangandji. Parce que justement, le ministre Tangandji avait refusé de nous donner cette autorisation. Donc Cabral et moi, on était dans la même situation. Parce que Cabral, selon sa logique, bon, lui, il voulait peut-être qu'on voulait nous embarquer dans l'affaire ou les pétitions et tout ça. Moi, j'ai dit non, moi, je ne peux pas entrer dans cette affaire. Je suis un administrateur civil, j'ai été moulé dans le respect de la loi, dans le respect de l'ordre. Et je connais la loi. Donc, je sais qu'au bout de 90 jours, mon dossier étant un dossier propre, et nous l'avons déposé sous espoir d'huissier. Donc personne ne va dire que c'est un individu tel qui est venu déposer un soutien, un document à l'intérieur. Donc l'huissier, après 90 jours, moi j'ai dit à l'équipe de Cabral, après 90 jours, la loi dit, si le ministre n'a pas donné l'autorisation, j'existe légalement. Sinon, Valère, vous citez? Non, je suis sur cette réponse-là pour que vous compreniez cette aberration. C'est-à-dire que M. Chanda arrive hier, on lui donne l'autorisation, on autorise son parti, et pourtant, il y a des jeunes. Parce que quand je dis toujours qu'on a un problème dans ce pays, c'est ce problème de génération. C'est-à-dire qu'il y a certains aînés qui font tout pour que ceux qui viennent après eux ne réussissent pas à apporter leur pied d'angle à l'édification de ce pays. Donc mon parti est allé aux élections législatives et municipales sans autorisation du MINAT. Parce qu'en fait, moi j'étais dans cette logique de respect de la loi. Et donc quand j'arrive au niveau du conseil électoral, j'ai écrit au président du conseil électoral, au directeur général des camps, pour leur dire, bon voilà ma situation. Le ministre a refusé d'autoriser Jouvence, mais moi j'existe et je voudrais aller aux élections. Et je suis parti aux élections, on a validé mon parti, on est allé à soi, vous connaissez tout l'autre épisode. Donc je veux que vous compreniez que ce parti, ce pays est bizarre. Ce pays est terrible pour la jeunesse. C'est pour cela que je m'offusque de ce que, par exemple, les jeunes se mettent encore à tirer sur la jeune Nouran Foster, qui se bat aujourd'hui, et par exemple, l'affaire des masques, ainsi de suite. C'est bizarre. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent se souder. Les aînés ne veulent en aucun cas céder une portion de cette possibilité à la jeunesse pour pouvoir diriger ce pays. Sinon, il existe désormais le FPR. Biloua ici, bonjour. Oui, bonjour Fangono, bonjour à Oulika, Valère Bessala, à tous qui prennent la peine de nous regarder, bonjour aux techniciens qui savent faire pour que nous soyons visibles et audibles. Oui. Je voudrais, avant de répondre à ta question, pour une fois ne pas être d'accord avec Valère. Valère parle comme si être jeune était une référence d'honnêteté, de compétence. Non. Il est très intelligent. Il faut changer le langage. Il n'y a jamais eu au monde un pays où il y a eu une scission nette entre vieux et jeunes. Ça n'existe pas. Et je voudrais... Peut-être que pour Valère, le problème, c'est parce que la jeunesse n'est pas totalement acceptée par la machine. Il a un travail énorme à abattre. Je sais. Quand je dis, moi j'ai 10 enfants, je ne peux pas être contre la jeunesse. Mon plus jeune enfant a 11 ans. Donc, je ne peux pas être contre la jeunesse. Mais je ne voudrais pas qu'on présente la jeunesse comme étant la panacée. Non. Il y a des jeunes qui sont plus pourris que les vieux. Il y a des jeunes qui sont plus enclins à entrer dans la franc-maçonnerie, en tout cas les loges ésotériques, qui ne sont pas notre affaire. Il faut dire, les jeunes patriotes, les jeunes nationalistes, parce qu'on peut être jeune et être vendu à l'impérialisme. On peut être jeune, nous l'avons vu, il parlait de son... Je me suis posé la question. Il parle de Cabral, par exemple. Je me suis demandé comment Cabral, une fois en Côte d'Ivoire, est bombardé à la tête d'un holding.
alors qu'il n'a jamais sorti un franc parce qu'il s'est embrassé avec Alassane Dramane Ouattara. Et peut-être que cette embrassade voulait dire « Frater, viens, on te soutient ». Donc, c'est cela. Pour sortir avec la création de ce... Oui. Maintenant, pour ce qui est du parti de Chanda Tomné, il y a beaucoup de partis, mais il y a peu de partis d'opposition. Et je crois que celui-là n'en est pas un. Ce n'est pas un parti d'opposition. Oui, monsieur, parce que je ne trahis aucun secret pour dire que matin et soir, monsieur-là est logé dans des domiciles, des pontes de ce régime. Oui. Et ensuite, on ne peut pas nous faire quoi, comme l'autre a dit. Vous savez, Hilaire Kamga, qui est l'offre Orange, c'est une histoire de société civile qui date depuis 1993-94. Et il navigue entre les écueils, il cherche où il y a le plus grand gombo. Et maintenant qu'ils ont compris que les chefs de parti pouvaient aller à l'extérieur, solliciter de l'aide, ou pouvaient à travers cette couverture-là se faire du pognon, il est tout à fait normal que M. Chanda Tomné crée son parti. Au contraire de Valère Vessala qui crée un parti pour défendre une idéologie, pour donner une vision de son pays. Moi, je doute, si vous voyez M. Chanda Tomné, une ONG là qui fait sur, je ne sais plus, je ne vais pas lui faire la publicité, mais il faut lire ce que ce monsieur écrit. Donc, vraiment, le Cameroun a beaucoup de choses à faire que de la création de partis bidons. Merci à vous, messieurs, d'être là ce matin. Nous allons continuer, cette fois-ci en mettant le pied dans le plat. Avant de le faire, je voudrais dire mes amitiés au commandant du 11e régiment du génie militaire, le colonel Ndongo Ndongo, qui nous regarde en ce moment même depuis Bissonneau. Alors, la suite, c'est quoi? C'est justement parler du recrutement spécial pour ce qui est de l'éducation de base. Et pour en parler, avant de revenir sur ce plateau, je vous propose d'abord de suivre cet élément qui nous est ici présenté par la réalisation. Recrutement spécial de 12 000 instituteurs à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, en abrégé PAREC, étalé sur une période de 4 ans. Les résultats de la première vague, constitués de 3 000 enseignants, sont disponibles. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etunzingwa, a donné un point de presse à cet effet ce mercredi 27 mai 2020 dans la salle des conférences de son département ministériel afin de dissiper toutes les zones d'ombre liées à ce recrutement spécial. Ce programme, développé avec la Banque mondiale, vise spécifiquement à stabiliser les effectifs dans les écoles publiques et à réduire de manière efficiente le déficit d'enseignants observé et constaté dans le secteur de l'éducation de base. Le programme de réforme de l'éducation au Cameroun que nous développons donc avec la Banque mondiale nous permet aujourd'hui, à travers sa présence, de combler ces déficits. En d'autres termes, ce recrutement a été fait pour que nous puissions donc avoir un minimum de 3 mètres publics par école chez nous. Les stratégies mises sur pied et adoptées pour mener à bien ce recrutement font de lui un recrutement spécial. Ce recrutement peut être considéré comme spécial parce qu'il doit être pointilleux, il doit être normé et il doit obéir à des nécessités de stabilisation des enseignants dans un pays extrêmement divers. Nous avons donc engagé ce processus de recrutement de ces enseignants qui, pour cette phase, sont au nombre de 3 000. D'autres phases suivront. Il y en aura encore 3 ou 4. Je voudrais donc dire qu'au terme de cette sélection, nous avons respecté les critères de l'âge. Nous avons
respecter le diplôme. Avec les plus vieux diplômes, quand on est encore dans la frange d'âge, que le gouvernement a négocié avec la Banque mondiale pour que des Camerounais ayant 40 ans puissent être éligibles à ces sélections. Les résultats auxquels nous sommes arrivés sur les 3000 avaient aussi pour objectif, dans un pays uni, dans sa diversité, de mettre en place un socle de base pour que les enseignants ne puissent plus se retrouver majoritairement étrangers aux conditions de vie des régions où ils vont professer. Le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui a été présente à cette communication gouvernementale, s'est dite satisfaite de l'aspect genre mis en avant dans ce recrutement, ainsi que la place accordée à la gente féminine. Je suis heureuse, mais je voudrais demander aux recrues d'être responsables et d'être réalistes, de montrer qu'elles cherchaient vraiment le travail. Je félicite celles qui ont été retenues, mais qu'elles prêchent par l'exemple parce que cela va permettre de recruter encore d'autres. Et vous savez que dans le corps enseignant, les femmes sont majoritaires et qu'elles ont quand même quelque chose de spécial pour ce qui est de l'encadrement des enfants. Le docteur Viviane Achiri Kilofofung, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, était également présente lors de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias. Sur l'ensemble du territoire, 10 269 écoles sont en situation de nécessité. Le PAREC est donc un moment clé dans la nouvelle politique de l'éducation au Cameroun qui s'ouvre. Les listes officielles des résultats de cette première vague du recrutement spécial des enseignants seront rendues publiques cette semaine et pourront être consultées dans toutes les régions du pays et même sur le site internet du ministère de l'Éducation de base. Et d'ici 2 mois, la deuxième phase de ce recrutement sera lancée. Merci à vous Théophile Vianney-Bia pour cet élément ainsi que toute l'équipe de la réalisation. J'accueille pour recevoir à l'instant même l'autre invité. Il s'agit de Hubert Essomba. Bonjour. Bonjour monsieur Favon. Vous vous portez bien? Inévitablement, quand vous me voyez en forme, ça veut dire que tout mon corps est en santé et même mon esprit. D'accord. Valère Bertrand Bessala, c'est du sang neuf injecté pour l'éducation de base. C'est sous l'onction du ministre, le professeur Laurent-Serge Etudingwa. Oui, mais si vous dites le 109, on a toujours des problèmes quand même avec ces IVAC qui ont été financés par la Banque mondiale depuis 2007. Parce que vous savez, le Cameroun, c'est aussi ça l'aberration. Le ministre Charles Etudingwa n'y est pour rien. Ça a été géré, Serge Etudingwa n'y est pour rien. Ça a été géré par Mme Manadama et puis celle qui lui a succédé. On se pose des questions. Vous savez que ces vagues-là ont connu des problèmes, c'est-à-dire qu'on disait de commencer les recrutements à partir de 2007, qui était la base inférieure de ce recrutement-là, mais on voyait des gens qui étaient sortis de l'école en 2015, voir leur nom avant même ceux qui avaient terminé, qui étaient au quartier, qui attendaient peut-être depuis 5-6 ans. C'est ça le véritable souci. Maintenant, ce nouveau recrutement, quand il vient, est-ce que nous avons fait déjà le bilan des premiers recrutements des IVAC? C'était quand même aussi des milliers d'IVAC, je crois 12 000 ou plus que ça. Est-ce qu'on a fait le bilan de cela pour savoir est-ce que tous ont été vraiment recasés? Parce que c'était aussi dans le cadre du désendettement et on avait décidé de procéder à un C2D éducation et de procéder au recrutement de cela dans le cadre de ce retournement de la dette du Cameroun. Mais on se rend compte que nous allons comme cela de recrutement en recrutement. Quand on prend donc encore les 3000 là, on se dit bon, on va les trouver où, on va les chercher comment, on va les sélectionner comment. Et quand on dit qu'on va privilégier la gente féminine, est-ce qu'il y a un critérium pour cela? Vous savez ce que les recrutements dans l'enseignement supérieur ont causé récemment, c'est-à-dire les docteurs, où des gens sont allés finalement assiéger le Minesup, se coucher là-bas sous la pluie et sous le soleil, revendiquer que eux ils sont là depuis au moins 10 ans en attente et que des gens de hier, comme on dit souvent, ont leur nom sur les listes. Voilà les différents problèmes qui se posent à ce niveau. On espère que le ministre Serge Etudingwa, qui a justement eu cette brillante idée de proposer cela au gouvernement et qui a reçu l'assentiment de ce
gouvernement-là, avec l'appui des partenaires, pourra effectivement se mettre au-dessus de la mêlée, cette mêlée d'injustice, cette mêlée de népotisme, cette mêlée de favoritisme-là. Ce qu'il a souvent eu beaucoup plus de clairvoyance dans ce qu'il a souvent eu à faire quand il était encore ministère des petites et moyennes entreprises et depuis qu'il est là aussi à l'éducation de base. Donc nous lui souhaitons vraiment d'être au-dessus de cela et de ne pas prêter les flancs à ceux qui viendront encore, à ces sirènes qui viendront encore dans le gouvernement à dire j'ai mon neveu, j'ai mon cousin, j'ai mon ceci, j'ai mon cela et saper l'œuvre qu'il a si bien commencé et son travail, son doigté que l'on lui connaît dans le management des hommes et des ressources. Donc je crois que c'est une très belle idée, mais qu'il reste très vigilant et qu'il ne tombe pas aussi bas que les autres. Bien. L'ICAC du 109 et Tundingwa pense justement à l'éducation de base qui présente une demande forte quant aux instituteurs dans nos différents villages, dans nos villes et partout au Cameroun. Ça, c'est un problème d'ordre national, je vais le dire comme ça. Je ne connais pas sur ce territoire au Cameroun un secteur qui n'est pas de problème, malheureusement. Tous les secteurs au Cameroun. Nous sommes à l'éducation pour l'instant. Si vous évoquez le secteur social, il y a des problèmes. Le secteur de la santé, il y a des problèmes. Maintenant, je pense que chaque initiative qui va dans le sens d'apporter une solution à un problème est à saluer. Là, vous parlez d'un secteur qui est très délicat, celui de l'enseignement de base, puisque tout c'est la base. Ouais. Si la base est fausse, c'est clair que le reste de l'édifice sera faux. Donc il faut solidifier la base pour que l'édifice tienne. Donc je pense que c'est une bonne initiative et je voudrais épouser ce que disait Valère, parce que c'est bien beau que de recruter les enseignants, mais on a souvent un souci, parce qu'après, dans le recrutement qu'on fait comme ça pour résoudre un problème, puisque c'est forcément lié au retour dans les écoles la semaine prochaine, puisque vous savez, avec les mesures qui sont désormais mises en place, on aura besoin d'un personnel enseignant. Que non, ça n'a pas de rapport. Si, il n'y a pas de lien. Non, écoutez, on a profité de la pluie pour déféquer dans le torrent. N'ayons pas peur de dire les choses. Est-ce que le problème d'enseignant, ce n'est pas aujourd'hui qui se pose, c'est un problème vieux de Mathusalem. Heureusement que vous le savez. Donc, voilà. c'est pas maintenant, on a profité. C'est pas la pandémie qui a fait ça. La pandémie nous a prêté le flanc. Parce que avec la réduction des effectifs, je vais y arriver, dans les salles de classe, automatiquement, on aura besoin d'enseignants. Et nos établissements, nos écoles, surtout dans l'arrière-pays, souffraient de cela. Ils souffraient de ce manque. C'est pour ça que je dis, autant je salue l'initiative de monsieur le professeur Laurent Serge Tundingwa, autant je voudrais, comme le disait Valère, qu'il ne vole pas bas comme ses prédécesseurs, comme les autres membres du gouvernement, parce qu'il y a un problème sérieux, surtout dans l'intégration de ces enseignants. Ça a souvent été le talon d'Achille du secteur de l'enseignement, l'intégration. Parce que ceux qui sont déjà là ne sont pas logés à une bonne enseigne. Est-ce que ceux qui vont être recrutés auront des conditions hautes? Ça, c'est un autre problème. Maintenant, on va attendre. Je préfère que nous jugions le maçon au pied du mur. La rentrée, c'est lundi prochain. Est-ce que toutes les mesures sont prises pour qu'on ait une meilleure rentrée et qu'on ait surtout une rentrée dont les conséquences ne nous seront pas dramatiques? Parce que nous sommes quand même en pleine pandémie et il faudrait que ce recrutement soit vraiment le plus honnête possible. Moi, ça, c'est ma préoccupation, qu'il soit le plus honnête possible. Qu'on laisse le clientélisme, le favoritisme qui ont souvent émaillé ce genre d'initiative gouvernementale. Bien. Patrice Bilois, ici, c'est une actualité que vous avez suivie jusqu'ici et que vous avez même fouillé, vous avez bêché pour comprendre l'importance de ce geste ou alors de cette décision qui finalement nous envoie 3000 instituteurs dans nos écoles. Pour parler du partage, on m'a fait comprendre que c'est donc 300 par région. Oui, c'est une bonne et une mauvaise décision à la fois. Pourquoi? Une mauvaise décision parce que finalement, notre système éducatif qui fabrique seulement les futurs fonctionnaires est un problème très compliqué. 3000 du coup,
Mais qu'est-ce que l'État devrait faire? L'État camerounais doit s'organiser de manière à ce que ce soit les entreprises qui recrutent de cette manière-là. La fonction publique ne pourra jamais absorber tous les diplômés de tous les niveaux d'enseignement. Il faut que ce soit clair. Donc, c'est mauvais de donner cet exemple parce que ce n'est pas la première fois. Valère a soulevé un aspect qui me semble important. Les recrutements qui ont été faits avant n'ont jamais été évalués. Moi, je voulais aller plus loin. Je fais ma marche arrière et je vous dis, les 1500 diplômés de l'enseignement supérieur qui avaient été recrutés sont un véritable problème pour le Cameroun aujourd'hui. Regardez tous les ministres qui ont des problèmes. Ils viennent de 1500. C'est comme ça. Parce que quelqu'un qui était là, qui ne pensait pas qu'un jour il pourrait être appelé directeur ou bien ministre, parce qu'il était véritablement en chômage. Et tout d'un coup... Vous faites allusion là aux recrutements spéciaux, donc d'une manière générale? Oui, j'ai dit, je prends par exemple les 1500. C'est le Parce que quand un recrutement est spécial, ça veut dire qu'on ne s'attendait pas et puis ça peut passer. Non, si on ne s'attend pas, on ne doit pas gouverner. Celui qui gouverne doit s'attendre. Il y a une prévision à faire pour gouverner. Et pourquoi en faire donc un procès pour cela? Un procès pour cela veut dire que nous jouons le coup à coup. Non. Un pays se dirige par une programmation. Et cette programmation concerne tous les domaines de la vie nationale. Si à chaque fois qu'on est coincé, on dit recruter 3000 IVAC, ainsi de suite. Et personne ne touche le fond. Le fond, je l'ai dit au départ, c'est le système éducatif qui nous fabrique des chômeurs. Parce que ce système éducatif n'est pas en relation avec le monde du travail. Et de cette manière-là, qu'est-ce que vous voulez? Étant donné que notre industrialisation est ce qu'elle est, pour dire qu'elle n'est pas, tout le monde qui a fini ses cours ou ses diplômes à l'université, même au lycée, s'attend à être fonctionnaire. La fonction publique ne pourra au grand jamais recruter tous ceux qui sortent, tous les diplômés. Donc, une bonne et une mauvaise chose. Une mauvaise chose parce que ça montre notre impréparation. Ça montre l'incohérence de nos perceptions. Ça montre que nous n'avons pas de vision de notre pays. Une bonne chose parce que, enfin, 3000 familles vont avoir un soutien. Voilà le seul bon côté. Bien. Vous êtes plus dans le domaine et dans le secteur Hubert et Soma. Alors la question du 109 dans votre secteur, une bonne ou alors une mauvaise chose, pour prendre un peu les expressions dans la déclaration du patriarche? Effectivement, c'est tout à la fois une bonne et une mauvaise chose, comme il a dit. Hein. Je me rends compte qu'il ne s'est pas éloigné de la réalité. Bon, du 109, c'est très bien, mais il faut effectivement que ce 109 soit donc plutôt utile dans le cadre des activités qui concernent l'éducation. Parce que vous savez très bien que parfois aussi, le mal, c'est qu'on va recruter aujourd'hui dans le cadre, dans l'optique de servir l'éducation. À un moment donné, on va se retrouver dans d'autres secteurs d'activité, puisque c'est une porte d'entrée à la fonction publique qui est la principale industrie effectivement des pays de l'Afrique au sud du Sahara, et le Cameroun en particulier. Donc c'est un peu ça. Et au niveau de ce qu'il appelle tout à l'heure les méandres du système éducatif, effectivement, il y a tout un mal à ce niveau. Et il faut repenser cette éducation en réalité. Parce que ça fait comme s'il s'amusait lorsqu'il dit que notre école forme effectivement des futurs chômeurs. C'est-à-dire des gens improductifs. Les collaborateurs de l'administration, c'est justement la logique de la colonisation. Je voudrais vous rappeler que là nous sommes à l'éducation de base. Je vous dis, quel que soit le système, puisqu'il y a une continuité, hein, monsieur Efa. L'école est une continuité. Ça veut dire que lorsque je commence dès la naissance déjà, la famille, au départ, commence à inculquer
certaines valeurs dont la société aura besoin. Et l'école va continuer donc à implémenter, à renforcer les compétences pour que cet individu, à la fin, donc, soit utile pour lui-même et utile d'abord pour l'intérêt de toute la communauté. Donc, il va falloir repenser en vérité notre école. Vous allez donc voir qu'au jour d'aujourd'hui, on a presque eu 3 types d'écoles. Puisque si vous revenez, comme il a dit qu'il faut reculer un peu, vous allez voir qu'il y a une école qu'on a appelée l'école avant, la colonisation, où les curricula étaient bien en rapport avec la société. C'est-à-dire le jeune garçon, la jeune fille qui était soumise au système éducatif de l'époque était tout simplement dans l'acquisition des compétences pour être utile pour leur société. Maintenant, quand la colonisation arrive, qui met donc en difficulté tout ce qu'on a réussi à construire ici, on impose une autre école qui a pour mission pérenniser la colonisation. Ça fait donc que cette école-là va réussir à former les collaborateurs et les auxiliaires administratifs qui, à la fin, bien sûr, ils vont jouer un certain rôle au moment des indépendances et ainsi de suite, mais de toutes les façons, cette école va aboutir à une seule chose, c'est-à-dire la formation des héritiers qui doivent pérenniser l'art colonial. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes indépendants. Nous devons chercher notre véritable indépendance, d'abord en repensant notre système éducatif. Absolument. Pour que, lorsque nous aurons façonné cette vision suppose donc que nous ne devons pas Est-ce que ce sont les 3 000 qui vont venir refaire le système éducatif? Ce n'est pas les 3 000. Ce sont d'eux que nous parlons aujourd'hui. Pour ne plus en arriver à ce genre de situation où on parle de recrutement spécial. Parce qu'il faut quand même parfois quitter ce genre de situation. Si le système éducatif était formaté... Était visionné. C'est-à-dire qu'on n'allait pas recruter. C'est pas qu'on ne devait pas recruter. On ne devrait pas assister à des carences comme nous le pensons. Parce que je vous rassure que les 3 000, c'est un peu comme si vous preniez votre 2 ou 3 sacs de sel, vous jetez dans une rivière. Ça ne va pas résoudre solidement et durablement le problème. Parce que j'ai suivi quelqu'un même dit tout à l'heure ici que peut-être il faut recruter 10 000. Peut-être 10 000 dans les centres-villes. Et il faut recruter plusieurs milliers d'enseignants pour essayer de résorber la carence en termes d'enseignants que nous avons dans presque toutes les écoles, autant publiques et privées au Cameroun. En réalité. Un mot, s'il vous plaît. Si vous prenez le BIC, vous voyez combien de bacheliers sortent chaque année, combien de licenciés. Et vous vous arrêtez seulement là, vous allez comprendre le problème du système éducatif. Effectivement. Bonjour à tout le plateau. Je souhaiterais que le gouvernement mette à la disposition de tous les établissements scolaires le produit de Monseigneur Samuel Cléda. Longue vie à Info TV, aux présentateurs, merci, et aux panélistes Douba, Dawa, Alphonse depuis Garoua. Bonjour à vous Douba, merci de nous regarder. Bonjour Info TV, comment allez-vous? Un peu bien ce matin, et la santé, ça va. C'est Yannel depuis Kribi qui s'interroge et qui a un petit souci pour nous. Merci déjà pour ce acte-là. Bonjour et très bon début de week-end à tout le panel. Si vous connaissiez l'histoire entre Chanda Antonet et le professeur Kamto sur les positions politiques, vous comprendrez l'attitude prompte et diligente du ministre Atangandi. C'est Nelson de Biémassi qui nous écrit. Merci et bonjour à vous Nelson. Bonjour Info TV, pure honte, moquerie, un recrutement dont les critères n'ont pas été respectés. Ça fait pleurer de voir un ministre de la Nation mentir publiquement. Où va le Cameroun? Mal allume depuis Marois, nous écrit. Il sait lui pourquoi il le dit. Bonjour, comment peut-on recruter un né en 1991 et laisser plusieurs nés entre 1986 qui sont restés, et vraiment ça, le Cameroun du vivre ensemble encore sans classe barrière et autres. Serge JCA d'Ambam s'interroge dans ce sens aujourd'hui. Bonjour Serge, bonjour. Le ministre n'est pas sérieux. Là, il dit avoir respecté les critères d'âge et d'ancienneté du diplôme, mais on voit les gens nés en 1999, ils ont eu leur capiem en quelle année? Eric Makepe nous écrit ce matin. Bonjour à vous sur le plateau, merci. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
vieux ou jeune, on s'en fout, on veut l'alternance. Paul Biya doit partir. 38 ans, c'est une honte. Remplacer lui, même par Atangandji. Et en passant, pourquoi Brenda Biya crie au secours au peuple? J'ai peur, cette fille est en danger, a étudié. J'en suis sûr, vous, journalistes, faites de la suite, pardon, enquêtez. Votre nom, c'est quoi pour que nous soyons justement recrutés par vous et procéder à l'enquête pour savoir comment se porte Brenda Biya. Bonjour, le patriarche n'a plus rien à faire en ville. En plus, sur ce plateau, il doit déjà donner sa place à ses enfants qui sont à la maison. Signez votre message la prochaine fois que vous allez réagir. Ça permettra de savoir avec Monsieur, qui mes enfants ne sont pas à la maison. Bonjour à vous tous sur le plateau. Très belle émission comme d'habitude ce matin. Merci pour ce que vous faites. Merci également. Bonjour Info TV. Je pense exactement comme le patriarche Bilois ici. Le problème actuel de notre pays, c'est l'absence de vision stratégique dans le domaine de la création de l'emploi. Adisake nous écrit depuis la ville de Douala. Willy Kak, la suite de cette réflexion repose justement sur le fait qu'aujourd'hui, le Cameroun soit face à un problème d'enseignants, parce que moi, c'est sur ça que moi je vais insister. Dans les écoles, vous savez, dans nos villages, on a pratiquement toute une école qui n'a que, par moment même, par endroit, un seul enseignant. Comme on le dit, le reste là, ce ne sont que les parents d'élèves qui se débrouillent pour dire, bon, après, on va te donner 5 000 francs à la fin du mois. Et si aujourd'hui, on commence par petit à petit résoudre ce problème, je pense que c'est le cas avec l'initiative du professeur. Je pense que l'objectif, c'est de résoudre le problème de la scolarité précaire dans notre pays. Mais j'ai souvent un problème avec notre pays, c'est qu'on a souvent tendance à placer les hommes avant les structures. Or, ce dont il est question, c'est de créer d'abord les structures et trouver les hommes qui vont gérer ces structures. Parce que vous dites que le Cameroun a un problème d'enseignants, on a d'abord un problème d'école. C'est de là que ça devait d'abord partir. Vous parlez des écoles où il y a un problème d'enseignants. Il y a dans nos régions ici, même dans le sud, qui est la région natale du chef de l'État, des villages qui n'ont pas d'école. Est-ce qu'on va résoudre tous les problèmes à la fois? Non, monsieur Fangono, écoutez, évitons cette histoire où on veut toujours résoudre le problème par la tête. Je dis qu'il faut résoudre le problème par la base. Comment voulez-vous résoudre un problème alors que vous en avez d'abord un qui est là? Monsieur Fangono, vous l'avez parce que vous n'avez pas commencé. L'école, c'est un tout. L'école, c'est les enseignants. L'école, c'est la structure physique, les bâtiments. L'école, c'est les enfants qui vont à l'école. Que vaut un bâtiment sans enseignants? Monsieur Efang, alors que valent les enseignants dans une école qui n'a pas de bâtiment? Moi, je vais vous prendre un cas. Il y a un lycée qui a existé pendant des années. On y nommait régulièrement des proviseurs censeurs sans bâtiment, le lycée de Mbopi. Il n'a pas existé? Il n'a jamais existé. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a des élèves qui vont concourir cette année sans sa place? Monsieur, ce que vous posez comme problème, c'est deux problèmes. Moi, je suis au niveau des enseignants. Monsieur vous revenez à ce que j'ai dit. Autant le Cameroun a un problème d'enseignants, autant le Cameroun a un problème d'école. Ne résolvez pas un seul problème. Résolvez le problème dans son ensemble. Ah bon? Oui, monsieur. Vous croyez que c'est facile de le faire ainsi? Non, si vous ne pouvez pas. Moi, je dis toujours, mon papa m'avait dit une chose, il y a 3 façons de ne pas faire. Ne pas faire, faire à moitié et mal faire. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas fait. Vous faites à moitié, vous n'avez pas fait. Vous faites mal, vous ne l'avez pas fait. Et là, tel qu'on a vu le parti là, je vous dis, monsieur Franck, on a eu tout un lycée, je parle les gens qui sont de mon époque pour vous le dire, le lycée de Mbopi. À chaque fois qu'il y avait des nominations, vous entendez, lycée de Mbopi, monsieur tel, proviseur, monsieur tel, censeur, monsieur tel, surveillant général, jusqu'à ce qu'à un moment, je ne sais pas quel est le gouverneur qui est arrivé, qui a dit, mais je vais rendre au lycée de Mbopi. On a dit, monsieur le gouverneur, laissez d'abord l'histoire là. Le lycée de Mbopi n'existe pas. Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient régulièrement nommés et rémunérés. Donc le gars, il est assis peut-être dans son obal natal ou quoi, il est proviseur du lycée de Mbopi. Vous voyez la difficulté, et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis bien d'accord qu'il y a un problème d'enseignants. Oui, c'est bien. On vous a dit par exemple que, je vous ai entendu dire qu'on va repartir au prorata des régions, c'est-à-dire que 3000, soit 300 par région. Mais il faut dire qu'il y a des régions où on a même plus besoin d'enseignants que dans d'autres.
Oui. Donc on ne devait pas repartir de cette façon-là, ça va déjà un temps. Un faux équilibre. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a des régions, je le dis, même dans le sud, où il y a des zones où les gens ont le plus besoin d'enseignants. Vous croyez, dans cette façon de voir, vous croyez qu'il y a plus d'enseignants dans une région par rapport à d'autres? Oui. Il y a des régions où il y en a des enseignants qui ne servent à rien. Effectivement, Ah bon? Bien sûr. Moi, je suis dans les bureaux. Monsieur Fangono, Ils ne sont même nulle part. je dis qu'il y a des des... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été recrutés comme enseignants, qui n'ont jamais posé une seule fois, il y a une seule journée, leur pied dans une école? Il y en a dans ce pays. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il est affecté au lycée de Foulan. Il va là-bas, il prend, je ne sais pas quoi, un certificat médical, quelque chose comme ça. Jamais il ne va poser. J'ai vécu des scènes comme celle-là. Oui, Valère Bertrand Bessala pour Uli, car qu'il pense que oui, peut-être aujourd'hui on peut applaudir l'initiative du professeur Laurence Tuningwa, mais qu'il fallait commencer peut-être par les salles de classe, mais même aussi faire le tamisage quant aux enseignants qui ont déjà été recrutés, mais qui ne sont pas dans leur poste véritable. C'est-à-dire, si on a besoin d'enseignants ici, par contre, ailleurs, ils sont plus et qui ne servent à rien, on pouvait les prendre tout simplement et les renvoyer là où besoin s'impose. Je pense que c'est bien sûr. qu'il voulait nous envoyer. Non, mais il a parfaitement raison. J'ai toujours l'habitude de le dire, le Cameroun marche avec la tête. C'est toujours comme cela que ça fonctionne. Mais j'ai dit aussi en l'entame de mon propos, le ministre Tundingwa n'y est pour rien. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir les mains propres dans un gouvernement des mains sales. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas être un ange en enfer. C'est très compliqué. Donc il faut toujours comprendre comme cela, comment ça fonctionne. Donc il a beau faire ces efforts-là, vous allez vous rendre compte que même la mesure de recrutement de ces instituteurs-là est une mesure qui lui aurait même été imposée. Parce que si on ne lui... Je suis certain que si on lui avait demandé vraiment ce qui est le plus important pour son secteur, je ne suis pas sûr qu'il aurait penché pour cette décision-là. Donc tout cela est imposé et il ne peut que jouer son rôle d'exécutant. Mais c'est pour ça que j'ai dit à l'entendre mon propos sur cette question que même en jouant son rôle d'exécutant, il doit davantage y mettre de l'intelligence et surtout aussi de la clairvoyance et du patriotisme pour qu'il n'y ait pas de clientélisme, de népotisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est que ça, il ne peut que sauver les meubles. Le ministre Tundingwa n'y est pour rien. C'est comme ça que notre système est bâti. Le Cameroun aujourd'hui compte un peu plus ou moins de 40 000 instituteurs. Parce qu'il faut bien qu'on on donne ces chiffres-là pour que les gens comprennent. Un peu plus ou moins de 40 000 instituteurs. Si vous répartissez 40 000 instituteurs sur toute l'étendue du territoire camerounais en termes de région, vous allez vous rendre qu'en fait, le ratio est de 4 000 instituteurs par région. Donc si j'ai dit 4 000 instituteurs, vous pouvez comprendre que ça fait 40 000 sur 10 régions. Ce qui est encore très peu par rapport même au nombre d'écoles que nous avons. Parce que quand vous regardez la carte scolaire du Cameroun, vous vous rendez compte que même s'il fallait absolument avoir au moins 5 écoles par arrondissement, 5 écoles primaires par arrondissement, nous compterons dans les 1500 écoles. Dans les 1500 écoles, surtout quand je dis 1,5 million, qu'est-ce que je raconte? Quand je dis, oui, 1500 écoles sur tout l'étendue du territoire, 1500 écoles primaires, ce qui est très largement en deçà des chiffres réels. C'est-à-dire qu'à raison de 5 écoles primaires par arrondissement, 360 x 5, vous vous retrouvez à plus de 1500, donc pratiquement à 1800 écoles sur tout l'étendue du Cameroun. Ce qui est très en deçà parce qu'en fait, le Cameroun compte dans les 8000 ou 9000 écoles primaires. Je dis bien 8000, 9000 écoles primaires. Donc même avec ce ratio, vous vous rendez compte que les 4000 enseignants que nous avons, par exemple, par région, sur le ratio de 40 000 instituteurs, sont insuffisants si on revient à l'échelle de chaque arrondissement. Parce que j'ai dit c'est 4000 enseignants instituteurs par région. Donc, si vous considérez que chaque région a au moins une bagatelle de 36, la moyenne de 36 arrondissements, vous comprenez, il n'y a que 4000 si vous divisez par 36 arrondissements par région, vous voyez qu'on n'y est même pas. Parce qu'en fait, il faut regarder le nombre de classes de la maternelle jusqu'au coût moyen par école. Donc, vous multipliez fois le nombre d'écoles qu'on peut avoir par an. C'est très peu. Donc, il faut que nous comprenions que, en fait, le Cameroun a une carte scolaire qui est encore très pauvre. En termes d'infrastructure, en termes de ressources humaines, en termes de programmes, en termes de contenu et en termes même d'éthique
de l'enseignement. Parce que c'est ça aussi le véritable souci. Moi, je crois que le véritable problème auquel le Cameroun doit d'abord faire front, c'est celui de la disponibilité de l'éducation. Et quand je dis de la disponibilité de l'éducation, c'est de la bonne éducation. Et pour mettre à disposition des Camerounais la bonne éducation, il faudrait s'assurer que les produits que l'on recrute soient d'abord de bons produits, des produits bien formés. Et que pour que ces produits soient bien formés, il faut qu'ils trouvent déjà un système d'encadrement qui est déjà bien ficelé, ce qui n'est pas le cas. Regardez le nombre de nièges qu'il y a au Cameroun pour former les instituteurs et des enseignants. Regardez même les instituts privés, les instituts... C'est-à-dire, il y a une floraison, n'importe qui se lève, il crée sa part, il part au ministère de, je ne sais pas où c'est de la formation, il prend une autorisation, il fait une petite bâtisse, il commence à former des gens, et ensuite il commence à chercher l'emploi. Quand on lance le concours, on les recrute, ça devient compliqué. Et c'est ça que M. Kabou disait, que regardez le nombre de chefs de service, le nombre de chargés d'études qu'il y a dans les ministères, vous allez vous rendre compte qu'il y a des instituteurs partout là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Comme nous disons aussi des enseignants sortis de la crèche, parce que voilà, par exemple, M. Somba qui est là, un jour je lui ai posé la question, est-ce que toi tu as même déjà été quel est le propos le plus élevé là-bas chez vous, à part proviseur là? Je crois que c'est surveillant général. Vous avez déjà été surveillant général en près de 15-20 ans de service? Non. Pourtant, des enfants sont sortis hier de l'école, ils sont bien même proviseurs et ils lui donnent des ordres. C'est ça qui est, avec des décorations en plus. Donc, comme le patriarche le dit, c'est ça la véritable difficulté au Cameroun. Il faut que l'État comprenne que ça ne sert à rien de décorporatiser les différents corps de la République. Parce qu'en fait, pour des besoins politiques. Parce que l'État donne toujours l'impression qu'il ne veut pas que les corps se resserrent entre eux afin de pouvoir créer un certain blocus et une pression sur le politique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut laisser les corps se former et qu'on comprenne qu'un corps est comme une armée. J'aime toujours le dire, le Cameroun a besoin de la chicotte. Nous qui voulons absolument arriver au pouvoir, nous pensons que c'est la chicotte qu'il faut instaurer au Cameroun. Parce que quand vous avez un corps, par exemple comme les enseignants, il faut que ce soit aussi comme chez les magistrats, comme dans l'armée, comme par exemple au commandement territorial avec quelques bémols. C'est-à-dire que celui qui est arrivé hier ne peut pas être quelque chose avant celui qui est arrivé avant-hier. Il faut qu'on se comprenne. C'est comme cela. Je ne peux pas être adjudant-chef-major et un petit sergent arrive, on le place mon chef, alors que mon dossier est propre. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on comprenne cela. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est la condition. C'est-à-dire, c'est la condition. Donc, il faut que l'on comprenne cela. Il faut que l'on comprenne cela. Vous ne pouvez pas avoir des gars qui sont sortis IVAC en 2007, ils sont encore au chômage et vous en avez recruté qui sont sortis en 2015. Vous ne pouvez pas avoir dans un corps des gens qui sortaient de l'école pour aller à la craie, vous les recrutez comme secrétaire particulier, comme chef de service, comme chef de bureau. Ça devient hyper compliqué. Même si l'adjudant-chef n'a pas un dossier propre, il ne doit pas être sous le commandement d'un sergent. Moi, je vais sortir, avec votre permission, pour dire... Vous allez conclure une fois, Valère Bertrand Bessala. Bonjour, monsieur Bessala. Vous vous trompez, Cabral ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle avec son parti. C'est pour cela qu'il a renoncé pour chercher un parti qui avait au moins un élu local. Quand vous êtes un consultant, évitez de faire n'importe quelle déclaration. Roger, depuis Douala... non, il n'est pas hors sujet, mais il voulait revenir sur la déclaration de Valère Bessala concernant... Non, il est dans le faux. C'est après l'élection présidentielle que Cabral a décidé de laisser Univers pour créer son propre parti. C'est là où il a été piétiné. Bilois et votre enseignant sont incohérents. Il s'agit de recruter les gens qui ont été formés. D'où vient l'impréparation? L'enseignant me déçoit. Il préconise de réformer l'enseignement, qu'il nous donne les principales orientations. Merci. Bonjour, salut à tout le panel. L'école, ce sont les enseignants, les bâtiments, les élèves et les contenus d'enseignement. C'est-à-dire que recruter les enseignants ne constitue pas un lieu en lui seul à résorber les problèmes liés à l'école et à l'éducation nationale. Et de plus, un recrutement entaché d'irrégularité. Molol, depuis Douala, nous écrit bonjour à vous sur le plateau. Le problème de l'enseignement en particulier et de l'école en général reste déplorable qualitativement et quantitativement parlant dans notre pays. Depuis toujours, c'est Otto Marcelin qui le dit ce matin. Bonjour à vous tous sur le plateau. Cet autre message, je le lirai juste après la conclusion des uns et des autres. Valère Bertrand, je commence par vous. Vous avez 30 secondes pour conclure justement. Non, je voulais d'abord rapidement, parce qu'il y a des téléspectateurs qu'on comprenne à l'envers. Cabral n'avait aucun parti avant l'élection présidentielle 2018. C'est après 2018 qu'il a voulu créer son
son propre parti, elle a été piétinée, c'est de ça que je parlais. Je voudrais simplement rappeler aux uns aux autres que c'est le climat de frustration que crée l'État dans les différents corps, c'est lui qui est à l'origine de la déstabilisation sociale et plus loin, la déstabilisation politique que nous vivons. Parce que regardez la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest, c'était toujours ces problèmes de frustration. Parce que l'État veut toujours rentrer dans les corps pour semer la zizanie. Vous avez les avocats, ils ont décidé d'entrer en grève parce qu'il y avait déjà des problèmes que l'État entretenait. Les enseignants, la même chose. Parce qu'on dit, nous sommes dans le nord-ouest ou le sud-ouest, pourquoi faut-il toujours qu'on envoie un petit anglophone qui a grandi à Kumbo, un enseignant de mathématiques qui peut parler français? Ça, c'est des véritables problèmes. Il faut que l'État laisse les corps s'auto-gérer et qu'il ne reste qu'en supervision et coordination pour niveler les différentes injustices qu'il y a dans les corps. C'est tout ce qu'on demande à l'État. Pas de toujours venir semer la zizanie afin de créer des frustrations qui peuvent parfois même créer un effet retort sur son propre pouvoir. Bonjour le plateau, j'applaudis Bessala. C'est allant dans son sens que l'éducation sera efficace au Cameroun. Depuis Ngaoundéré, je vous écris, mais sans votre nom aussi. Bonjour, je ne comprends pas vos panélistes qui critiquent autant le système éducatif ont été formés dans quel système, et la diaspora dont la formation de base est au Cameroun ne rayonne-t-il pas ou ne rayonne-t-elle pas dans le monde entier? Jean Détoudi. Nous sommes des chanceux de ce système. Oui, Ulikak, en 30 secondes, votre conclusion? Non, en 30 secondes, ma conclusion, vivement que cette initiative Monsieur le professeur Laurent Gétoudi-Ngoua soit différente de celle de ses prédécesseurs et qu'elle puisse nous aider à améliorer le problème de l'école qui pour moi ne se limite pas seulement au recrutement des enseignants parce que je pense que l'école c'est la structure, c'est les enseignants, c'est les élèves et comme l'a dit un téléspectateur, le contenu. Patrice Billois, qu'est-ce qu'on peut dire après tout ce qui a été déclaré sur ce plateau derrière le recrutement spécial de 3000 instituteurs? Je comprends, moi, quand je n'ai pas de faits concrets sur un sujet, je n'en parle pas. C'est mon principe. Et je conseille donc à certains qui tirent sur nous, alors que manifestement, ils semblent même être des ploucs. Ils disent des choses. Billois est l'enseignant. Je dis, le problème de l'enseignement est très, très profond. C'est comme je le dis toujours, le problème de la République est un problème profond. On ne peut pas partir du quartier pour y comprendre grand-chose. On ne peut pas partir d'un système qui vous a formaté pour réfléchir comme un blanc dans un système global. Et non. Pourquoi nous sommes différents des autres? Moi, en ce qui me concerne, parce que je suis né d'un père upéciste. Voilà. Oui, Hubert Essomba, du 109 dans le secteur éducatif camerounais, précisément l'éducation de base. Alors, mot de conclusion sur cette thématique et sur cette approche qui nous a été présentée désormais, on va dire. Vous aurez des nouveaux collègues désormais. Bien sûr, c'est très bien. Nous sommes tellement en joie, c'est vrai. Mais il faut retenir une chose, c'est qu'en réalité, quand nous venons ici, nous ne venons pas ici pour plaire à X ou à Y. Nous venons ici pour en faire des débats constructifs, des débats qui amènent à arranger, s'il y a possibilité, des problèmes que nous rencontrons quelque part. Alors, lorsque nous disions tantôt ici que le système éducatif camerounais souffre d'énormes problèmes. Je ne sais pas, celui qui parle tout à l'heure là, s'il peut nous rassurer qu'au sortir du CM2, l'enfant peut être actif, au sortir de la terminale, l'enfant peut être actif, au sortir de la licence, du doctorat ou de master, je ne sais pas trop bien quoi. Et il faut faire attention avec ça. Bon, et je voudrais aussi rassurer d'une autre chose, parce qu'il y a quelqu'un qui se plaint qu'il y a eu des gens qu'on a recrutés qui étaient nés en 80, je ne sais pas combien là, alors que sont en 86. Oui, parce que justement, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous l'ignorance. Et le gouvernement profite donc des choses comme ça pour interjecter dans un système que nous ne maîtrisons plus. C'est-à-dire quoi? On va vous dire qu'on fait une politique de compensation des régions. C'est-à-dire on voudrait prendre presque tout le monde. Vous allez vous retrouver donc dans certaines régions, certaines personnes sont nées à telle période, alors que d'autres sont nées dans telle autre période, et que ceux d'ici sont nés hier. C'est cette équation-là qui c'est cette équation donc qui par moment amène ce genre de situation. Comme des nominations, on va vous dire que les nominations, parfois on dit que c'est discrétionnaire, c'est-à-dire c'est lui qui décide en dernier ressort qui détient la clé. Pour dire que
les gens ont été recrutés hier en termes dans le cadre des IVAC et ainsi de suite, mais il faudrait effectivement qu'on les utilise rationnellement et objectivement pour les besoins et les causes de l'éducation au Cameroun. Ah oui, et ça, le professeur Laurence Gituningwa a justement insisté sur le fait que dans ce recrutement spécial, la spécificité sera que les enseignants seront prioritairement ceux qui vont exercer dans leur localité natale, répondant peut-être aussi à cette autre interrogation ou alors à ce point de vue que Valère traçait quant aux Camerounais qui sont dans les régions anglophones, qui ont des enseignants qui s'expriment exclusivement qu'en français. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, on a apporté une solution, une petite solution, fut-elle, à ce problème. Mesdames et messieurs, il est 11h00, voici la publicité. Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonococcie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrone, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contactez au numéro 651 36 91 74. Anacaf, votre guérison, notre priorité. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, en prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan.
Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Bon retour sur le plateau du débat, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous sommes là pour la dernière sortie officielle de la semaine. Le débat de ce matin qui va poursuivre son bonhomme de chemin avec une thématique qui nous conduira le droit au pays de l'oncle Sam. Mais avant cela, nous voici à la page réservée à la lecture des unes parues ce matin. Nous visitons nos unes avec le quotidien qui nous parle de la construction du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale du Cameroun. Les travaux avancent sereinement. Après ce journal, on a la République Presse qui revient sur la même actualité, avancée du chantier de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale, aucun problème. On laisse cette information pour avoir ici l'Union sacrée contre le coronavirus. Paul Latangandi, un oubli de collecte de fonds privés. C'est ce qui est dit dans la République Presse de ce matin. Pour le journal Le Jour, Douala incendie à la prison de Nobel. 3 détenus ont été brûlés au 3e degré. 2 personnels des sapeurs-pompiers blessés et plusieurs dortoirs consumés jeudi 28 mai 2020. On va laisser ce journal pour prendre cette fois-ci la nouvelle expression. Reprise de l'école, un saut dans la nuit. Tous les ministres concernés par la rentrée scolaire du 1er juin annoncent que les choses vont se passer normalement, mais ne disent pas comment ils vont s'y prendre concrètement. C'est dans la page 2 qu'on retrouve cette information. On va prendre cette fois-ci le Messager, unité nationale, l'héritage d'Amadou Ahidjo en péril. C'est ce que nous renseigne ce journal ce matin, qui laisse la place à mutation, confinement, showbuzz, et à l'instar de cette articulation qui est signée dans les pages 7, 8 et 9,
Ce sont des artistes qui agitent les réseaux sociaux dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Et là, vous les avez tous en images. Après ce journal, nous prenons Cameroun Tribune, lutte contre le Covid-19 et reprise des classes, les prescriptions du Premier ministre. Président hier, un conseil de cabinet consacré à la revue de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre a notamment prescrit l'accélération des travaux d'aménagement et d'équipement des centres de prise en charge des malades, la mise à la disposition de tous les établissements scolaires et universitaires des kits sanitaires requis pour la protection des élèves, étudiants et enseignants dans la perspective de la reprise des cours. C'est aussi un communiqué également du conseil de cabinet qui est à lire dans la page 4 du journal Cameroun Tribune de ce matin. Pour Réalité Plus Covid-19, les Camerounais sont trop têtus. Laissez les enfants rentrer à l'école, dit Réalité Plus ce matin. Pour Essinga, on parle de Yébé Aïssi, Micmac foncier à Missolé 1 et Edea Yébé Aïssi en sapeur-pompier. C'est ce que nous dit ce journal. Pour l'œil du Sahel, on parle de l'université de Ngaoundéré. Le recteur répond au mémorandum des étudiants. Après ce journal, voici venu le tour à Aurore Plus de parler. Et pour ce journal, Biya réhabilite un imperviable Mamafouda, un personnage ténébreux à la tête du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine. C'est l'ex-ministre de la Santé qui rebondit ici ainsi alors que beaucoup l'annonçaient devant le TCS, nous dit Aurore Plus ce matin. Après ce journal, fermons justement la page par l'économie. Économie, les prévisions un peu reluisantes du Comité national économique et financier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la revue de presse. Maintenant, prenons tout simplement et rapidement quelques réactions de nos téléspectateurs. Jean-Bruno, bonjour, et bonjour aussi à tout ton panel. Un bonjour spécial à celui qui pourra décrypter la vidéo de détresse de notre sœur Brenda Biya. Merci déjà aussi pour cette réaction. Bonjour à tout le panel. L'analyse de M. Bessala sur la promotion est évidente. En vérité, les promotions de proviseurs, censeurs, surveillants et autres au Cameroun obéissent à la tricherie suivante. Achat, piston, passage au lit pour les femmes, obédience politique, népotisme, etc. Nier ceci, c'est faire preuve de malhonnêteté. C'est signé par Abetien ce matin. Patrice Bilois, ici, je vous en prie. On va continuer à suivre ce que disent nos téléspectateurs avec la lecture des messages. Et pendant ce temps, vous apprêtez à dire un mot sur ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique depuis hier. Bonjour Info TV. Pour les recrutements des enseignants de l'éducation de base, ce qui fait problème, c'est les élites. Ils proposent, donc elles proposent leur genre. Si tu n'avais jamais prêché son évangile, ne t'approche pas à côté de lui. Ces élites qui choisissent les gens et les enfants des pauvres vont rester ainsi. Alors la suite c'est quoi? Bonjour Info TV. Je pense comme un de vos panélistes concernant le suivi des recrutés. Souvent ceux qui sont recrutés doivent attendre des mois et des mois avant de percevoir des premiers centimes. Attitude de ceux issus de l'école comme les NAM, les MIA. Allez voir comment vivent ceux qui ont été recrutés en début d'année. Ça, c'est un téléspectateur qui nous écrit aussi à ce sujet. Bonjour Monsieur Fangon, merci. Et à vos panélistes, c'est toujours avec plaisir qu'on accueille un recrutement, mais on peut s'interroger sur l'approche genre. Le ministre l'a si bien relevé, 60% de femmes qui vont se marier pour rester dans les grandes villes et fuir l'arrière-pays. Ça aussi, c'est à tenir en compte, dit Martin Dekounou. Merci. Bonjour à vous, Martin. Bonjour le plateau. Qu'attendez-vous encore de ce régime? Il n'a plus rien à proposer. Il recrute leurs femmes. Une fois envoyées quelque part, il les ramène auprès d'eux. Ceux qui veulent le travail ne sont pas recrutés. Jean-Paul de Ndéré nous a écrit ce matin. Bonjour Monsieur Efangono, très pertinente l'analyse de Willy. Je confirme ces déclarations et vous signale que le cas du lycée de Mbopi n'est pas le seul. C'est B. Delouze qui nous écrit depuis Ahala ce matin. Merci à vous B. Delouze pour cette réaction. Alors,
Rapidement, on parle de ceci, mais avant cela, permettez-moi, il y a ce message qui a failli m'échapper. Bonjour le panel, vraiment, Monsieur Kak, tu as fait fort avec ton intervention. Comme l'a dit Efangon, l'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. S'il y a l'initiative de recrutement des enseignants, cela veut dire qu'il y a aussi un état de besoin urgent qui est à observer dans ce domaine. Et je pense qu'on ne peut pas recruter les enseignants alors qu'il n'y a pas d'établissement. Donc, arrêtons de voir le mal partout, nous dit Raima ce matin. Willy Kak, justement, on vous a titillé ici, mais ce n'est pas de ça que moi je parle. Je parle désormais de l'affaire qui on l'a aussi approuvé. Pardon? On l'a aussi approuvé. Oui, en même temps. En même temps. Merci, Patriarche. On parle là de cette situation qui s'est laissée entendre et qui fait justement beaucoup d'écho depuis sa prononciation jusqu'à ce matin. On nous dit même que de ce côté, ça brûle, ça chauffe. Je parle ici de la ville de, comment on l'a appelé encore? Minneapolis, où justement les officiers ont brutalisé et ils ont fini par arracher la vie à un Afro-Américain. Oui, pour ceux qui peut-être ne maîtrisent pas l'histoire, je m'attendais à ce que vous diffusiez la vidéo que pourtant vous avez envoyée à l'équipe technique. Bon, ben écoutez, c'est aussi ça les aléas du direct. Il s'agit d'un jeune Afro-Américain de 40 ans qui, d'après les dires des officiers qui se sont rendus coupables de cet acte-là, qui a viré finalement au pire, il l'avait pris pour cible par rapport à une description qui avait été faite, dont ils avaient eu vent, d'une personne qui s'était servie de faux billets. Alors ce jeune Afro-Américain a été rattrapé, il a été menotté et plaqué au sol, comme ça devrait l'être pour quelqu'un, comme ils le disent, de violent, qui n'a pas obtempéré à première vue. Sauf que, quand vous regardez la vidéo, le jeune homme est plaqué et vous avez deux soldats les mains dans les poches. Deux soldats les mains dans les poches et vous avez le genou de l'un d'entre eux sur le cou. Et je ne sais pas sur la veine jugulaire, parce que justement, parce que pour ceux qui ont fait les arts martiaux, on va vous dire la veine jugulaire est un des points les plus sensibles du corps humain. Il suffit qu'avec un doigt, je vous tape sur cette veine-là. Même les boxeurs le savent. Si on te donne là, lorsque je vous tape là, la circulation du sang s'arrête. Le cerveau n'est plus alimenté. Le cerveau n'est plus alimenté. Vous voyez? Et lorsque vous êtes appuyé sur quelqu'un qui est au sol et vous avez les mains dans les poches, il est à son aise. Tout le poids de votre corps repose sur vos genoux. Donc voilà un garçon qui a tout le poids d'un individu qui pèse plus de 100 kg sur la veine jugulaire. Et il ne peut pas respirer. Il le leur fait savoir. Nous parlons sous le contrôle d'un commissaire divisionnaire qui sait quelles sont les techniques d'interpellation. Il n'est fait nullement mention nulle part que vous devez être saisi par les parties sensibles du corps. Encore que lorsque vous êtes interpellé, vous êtes dans la position de présomption d'innocence. C'est-à-dire que vous êtes un présumé. Il y a encore la part du bénéfice de non-culpabilité. Ça, c'est d'un. Maintenant, l'autre chose qui, moi, me dérange, c'est que on s'est vite empressé du côté des autorités de l'État de Minnesota, dont la ville de Minneapolis fait partie, de diffuser l'information selon laquelle ces policiers ont été limogés, ils ont été révoqués du corps de la police, mais on a ouvert une enquête. Y avait-il encore besoin d'ouvrir une enquête? Vous les interpellez d'abord parce qu'ils ont commis un crime. Ils ont commis un crime. Et moi, je suis choqué aujourd'hui parce que ça, c'est une affaire de plus. Une affaire de plus, on se souvient encore, je crois, en 2017, d'Eric Garner, à New York, qui avait été, qui était passé aussi de vie à trépas dans une interpellation. Et il y a eu même beaucoup de remous par rapport aux poursuites judiciaires. Donc, vous voyez, regardez même la réaction du président Donald Trump. Juste un petit tweet. Un simple tweet. Et il termine ce tweet en présentant
en faisant part de sa compassion envers la famille. Oui. Pour quelqu'un qui est pointé du doigt pour son laxisme dans les problèmes raciaux aux États-Unis. Alors, je voudrais terminer pour dire, avant que les pays comme les États-Unis viennent souvent dans nos pays pour nous faire des leçons sur les droits de l'homme, et sache que chez nous, le Bantou, on dit, quand tu pointes un doigt vers une personne pour l'accuser de quoi que ce soit, il y a 4 autres doigts qui sont retournés dans ta direction. Patrice Miloua, ici, vous avez justement beaucoup d'allant dans cet élément que nous avons, c'est-à-dire, est-ce que c'était un acte prémédité ou alors un accident de l'application des techniques d'appréhension? C'est à cela qu'on peut se cacher derrière. Un acte prémédité, parce que pour immobiliser un délinquant, montez-moi votre main, monsieur. Voilà ce qu'il faut. Vous voyez ce que ça vous fait? Moi je vois. Pour mes téléspectateurs. Si j'appuie fort, votre main est morte. Vous comprenez? Je le ressens. Je ne donne que cet exemple-là. Donc, vous n'avez pas besoin de brutaliser quelqu'un de cette manière-là. Encore qu'ils étaient 4. Oui. Et je voudrais dire, pour comprendre ce qui se passe, il faut connaître la progression du... J'ai posé cette question parce que quand on voit l'attitude du policier qui est sur le garçon, le pauvre, il a les mains dans les poches. Ça veut dire, bon, il n'a peut-être pas la conscience de ce qui se passe. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Bon, s'il ne savait pas ce qu'il fait, il aurait fait attention et il sait qu'il a immobilisé quelqu'un. Oui. Donc, il a conscience qu'il a immobilisé quelqu'un à un endroit très sensible. Donc, qu'on dise qu'ils ne savaient pas qu'ils ont été révoqués, non, il fallait d'abord les mettre sous mandat de dépôt ou de détention provisoire, comme on dit chez nous. Et on fait l'enquête pour savoir est-ce qu'ils avaient raison de brutaliser ces messieurs de cette manière. Je dis donc que pour comprendre le fait raciste aux États-Unis, il faut interroger par exemple le Ku Klux Klan. Beaucoup ne savent pas ce que c'est, mais c'est une société secrète qui prône le racisme. C'est des suprématies de la race blanche. La suprématie de la race. C'est des suprémacistes. Alors, et malgré les textes qui ont été pris aux États-Unis, je vais en citer quelques-uns, le Civil Rights Act, le Voting Rights Act, et ça, le dernier, c'est en 1965. Rien n'a changé. Rien n'a changé dans le fond. Parce que j'ai regardé un documentaire hier où vous avez dans certaines localités, les écoles sont soit peuplées rien que des blancs, soit rien que des nègres. C'est-à-dire qu'il y a une division vraiment systématique. Donc, ce qui se passe devrait interpeller tous les Africains. C'est des Afro-Américains, comme on dit, mais on a tué celui-là par étouffement. Mais on nous tue autrement. Parce que nous ne sommes pas ensemble. Parce que nous ne formons pas une force. Nous ne formons pas une masse critique permettant à ce que les autres aient peur en se disant, si nous faisons ceci, il y aura une réaction. Donc, pas de réaction, on continue imperturbablement à vous maltraiter. Et il faudrait dire aussi que pour ceux qui ne le savent pas, mais je sais que beaucoup le savent, les États-Unis ont été construits par des esclaves. Donc, à partir de là, la chose a continué. La mentalité a évolué vers le suprématisme des Blancs sur les Noirs. Il est normal pour moi que lorsqu'il y a un drame comme celui-là, les Africains devraient se lever comme un seul homme pour dire non. Mais malheureusement, vous ne verrez peut-être que quelques fous, quand je dis fous, c'est entre guillemets, qui vont s'indigner de ce qui venait de se passer. De passer. Donc, on a vu le président africain aller aux côtés d'un président français pour dire « je suis Charlie Hebdo ». Oui, je suis Charlie Hebdo. On a même vu d'autres qui pleuraient. Parce que il y a eu... non, nous devons... L'Afrique a une seule planche de salut. Et cette planche de salut a été proposée depuis 1963 par Kwame Nkrumah. À partir du moment où nous n'avons pas voulu
être un seul pays. Les États-Unis sont forts aujourd'hui parce que c'est des États unis. Alors, si vous attaquez un État, vous avez attaqué l'ensemble des États. Dans l'OTAN, cette armée est faite pour que l'Europe et les États-Unis soient intouchables. Voilà. Si vous attaquez un pays de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN vont réagir. Mais ce n'est pas notre cas. Valère Bertrand Bessala, on parle justement de cette situation. Quand on voit l'élément qui nous est proposé, qui heureusement a été réalisé à l'instant indiqué, on a ce pauvre qui gît au sol. On a justement suivi qu'il a même fait savoir à ceux qui les détenaient qu'il étouffait déjà. Et les preuves sont là parce que le monsieur il a fait le besoin sur lui. Voilà encore un élément fort. Mais à côté de cela, il y a des gens qui regardent. Apparemment, les collègues du policier qui étaient sur lui étaient également sur le qui-vive pour dire à ceux qui sont à côté de ne pas réagir. C'était à peu près pour dire c'était un coup monté et c'était aller jusqu'à la volonté initiale de ces derniers. Alors, il faut d'abord qu'on essaye de se comprendre, situer la ville où l'État dans lequel on se trouve. On est dans l'État de Minnesota. Et Minneapolis est pratiquement l'une des plus grandes villes après Minneapolis-Saint Paul, qui sont justement deux villes jumelles, on les appelle les Twin Cities, qui sont jumelles et qui sont pratiquement à la frontière du Canada, à 450 km du Canada, mais qui jouxtent aussi le très célèbre fleuve le plus long du monde, le Mississippi. Donc, il faut savoir que le Minnesota est une ville qui a été habitée par les Indiens Sioux à la base, jusqu'aux années 1700, et qui a été pratiquement reprise par les Français à travers Hennepin, qui en fait a donné son nom même au comté de Hennepin, duquel dépend Minneapolis. Et c'est une ville, en fait, je parle de ses origines pour que l'on comprenne que c'est une ville qui a une forte teneur comment dire, autochtone, une forte teneur de population pratiquement toujours en mal avec les Blancs. C'est-à-dire au départ, c'est les Indiens Sioux qui ont été pratiquement éradiqués par les Blancs, les Français, puis les Anglais, avant d'être rétrocédés aux États-Unis en 1763. Et puis, c'est des Noirs qui ont été déportés justement dans cette ville-là pour servir ce que le patriarche disait tout à l'heure, qui ont construit le Minnesota, comme toutes les villes du Nord, pratiquement. Et quand je dis une ville du Nord, il faut savoir que même dans l'histoire de l'esclavage, le Nord est en fait le pays qui était resté, enfin la partie du pays qui était restée très rebelle à la suppression de l'esclavage par Abraham Lincoln depuis 1864. Parce que le vent de liberté aux États-Unis a commencé dans le sud, dans les champs de canne à sucre. Et il s'est propagé petit à petit vers le nord. Et le nord, vous allez le remarquer, depuis pratiquement une quarantaine d'années que l'on dénonce les exactions des Blancs sur les Noirs, la plupart des exactions de la police, pratiquement, parce que c'est ce qui est quand même curieux aux États-Unis, c'est la police, c'est-à-dire qui est censée maintenir l'ordre et assurer la justice, qui en fait commet des actes de racisme et des actes d'écrasement des autres, des minorités, notamment la minorité noire et la minorité sud-américaine. Donc c'est dans le nord qu'on retrouve généralement ce genre d'actes. Le sud, généralement, c'est pas toujours trop le cas. Donc après cette précision, il faut maintenant se rendre compte que quand vous regardez ces vidéogrammes, il faut comprendre que l'immobilisation le modèle d'immobilisation qu'utilise le policier est en fait ce modèle d'immobilisation qui est fait pour les agents de cartel résistants. Parce qu'en fait, on immobilise un individu dans le sens que vous avez vu, c'est-à-dire il est à terre et on pose un genou sur lui, c'est pas sur le cou, même quand il faut l'immobiliser, mais on peut poser un genou mais sur le dos. Sur le dos. Ce genre d'immobilisation est prévu pour les criminels en fuite. C'est-à-dire que le policier, dans l'exercice de la fuite, a rattrapé en courant. C'est-à-dire quand vous le rattrapez en courant, vous le plaquez au sol. On le plaque au sol et on pose un genou sur son dos et non sur son cou. Et quand on pose un genou sur son dos, on ramène les bras dans son dos afin qu'il gesticule le moins et qu'on puisse soi-même garder un équilibre sur lui. Donc c'est une immobilisation pour des individus en fuite. Parce qu'en fait, dans l'immobilisation qu'on a faite pour lui, en fait, qu'on devait faire pour lui, il n'était pas en fuite, il était en interpellation. Ça veut dire qu'on devait le plaquer contre le véhicule. Contre le véhicule, les mains
sur le véhicule. Et ensuite le main derrière pour lui mettre les les mains menottes. derrière, donc pour lui mettre les menottes, il fallait absolument l'amener au poste. Donc je voudrais d'abord qu'on précise ce geste parce que beaucoup de gens ne comprennent pas toujours ce genre de geste parce que la police, comme l'armée, a un langage quand il faut absolument procéder à ce type d'opération. Donc ce n'est pas la bonne immobilisation, ça montre, et c'est là où part l'intention de nuire, l'intention de tuer puisqu'on est arrivé à un meurtre. C'est là, parce qu'en fait le policier a enfreint les codes de son travail. Ensuite, vous allez vous rendre compte que le monsieur, le policier sur le jeune noir, en fait, se délecte de la situation. Parce qu'une fois qu'il a posé son genou, a considéré déjà qu'il a brûlé le code de l'immobilisation, c'est-à-dire que ce n'est pas un individu en fuite. C'était un individu qu'il fallait plutôt interpeller debout. Mais il a déjà brûlé ce code. Une fois qu'il pose le genou sur son cou, le gars, il met ses mains dans les poches. Il met sa main dans la poche, puisque nous ne voyons pas la main droite, mais nous voyons la main gauche, qui est visiblement dans la poche. Donc, et il regarde ses collègues, il regarde aux alentours, il s'assure que vraiment tout va bien, tout est tranquille, il n'est pas inquiété, ainsi de suite. Et on se rend compte que même l'individu qui est mobilisé ne gesticule pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une situation de résistance. Alors même que la position même que le policier a, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est la position la plus fragile sur une personne interpellée. C'est-à-dire que quand vous posez le genou sur le cou d'une personne qui est à terre, la personne n'a même pas besoin d'un très grand effort pour vous renverser. Donc le noir est en situation de docilité. Parce qu'en fait, s'il voulait vraiment se défaire de ce genou-là, il s'en serait défait. Mais on comprend que comme certainement, la gâchette est facile dans cet environnement, le jeune noir s'est dit, si je me débat très fort là, certainement une balle sera partie. Donc il a préféré rester tranquille. Donc je voudrais partir de ce modèle, de ces quelques éléments pour que l'on comprenne que on est dans une situation, de mauvaise peur de la population. Parce que vous voyez que des gens qui ont envoyé cette vidéo, c'est justement des passants. C'est des citoyens qui filmaient. Vous comprenez que la police au Minnesota et pratiquement à Minneapolis est dans une situation de concurrence, pas de concurrence, mais de soutien avec leurs autorités, leur hiérarchie. Parce que des policiers ne peuvent pas agir ainsi, sachant que nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies font leur travail. C'est-à-dire qu'ils voient pertinemment comment on est en train de filmer, et le gars, il continue manifestement à faire ce qu'il est en train de faire, sachant que cela n'est pas légal. Ça veut dire qu'il y a comme une complicité entre eux et la hiérarchie. Il y a quand même des instructions en sous-ordre pour pouvoir poser toujours ce genre d'acte-là. Vous savez que Donald Trump, quand cela est arrivé, a justement mis un tweet qui a été révoqué par Twitter. Parce qu'en fait, c'est la bonne partie du tweet qui a été publiée. Mais il y avait une partie du tweet où il disait, quand on commençait déjà les casses, les armes, le crépitement des armes n'est plus loin. Cette partie du tweet a été révoquée parce que c'est une partie, en fait, c'est une apologie à la violence. C'est-à-dire tout un président des États-Unis qui commet des actes qui incitent à la violence. Et il faut déjà savoir que... Et nous sommes arrivés à... Voilà, et il faut déjà savoir que Donald Trump a été soutenu par des lobbies racistes des États-Unis pour arriver à son élection. Parce que c'est ce que les gens oublient, c'est-à-dire le Ku Klux Klan. Les gens ne savent pas aux États-Unis, par exemple, et là je m'amuse toujours parce que comme quelqu'un disait, c'est nous aussi, les faibles là, les noirs qui encourageons toujours cela. Les gens ne savent pas une chose, la politique raciale aux États-Unis est tellement bien ficelée qu'on s'est assuré que le noir soit toujours celui qui soit dans les basses besognes. Et quand il veut émerger, qu'il émerge dans les domaines qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec la conquête du pouvoir, notamment c'est le sport, le basket, la natation, et tout ce qu'on peut imaginer. Je sors la boxe par exemple. Je vais peut-être vous raconter une anecdote, je sors par là, pour dire que les gens ne savent pas l'histoire de Timberland. Timberland, ce que vous appelez Timberland, c'est-à-dire la célèbre botte, la grosse botte que les Noirs américains aiment utiliser et nos rappeurs, comme nous le voyons partout. Timberland a été créé par un adepte, un membre influent du Ku Klux Klan. Et quand il créait justement Timberland, il créait cette histoire-là justement en répercussion pour le racisme. Mais les gens ne savent pas une chose, c'est que les Noirs ont adopté Timberland, ne sachant même pas que en fait Timberland a été créé par quelqu'un qui les détestait. Et c'est les Noirs qui achètent le plus cette chaussure-là aux États-Unis. Et on a poursuivi comme ça dans l'industrie de l'habillement. Donc c'est ça aujourd'hui les États-Unis. Et je crois que M. Kaka fait fort de le dire, je sors par là que
Il faudrait que nous, les Africains, nous comprenions, et c'est par ces éléments que nous devons comprendre que voilà un acte. Vous n'avez pas suivi la France interpeller les États-Unis. Vous n'avez pas suivi le Canada. Vous n'avez pas suivi la Grande-Bretagne ni l'Allemagne. Mais si vous posez un acte comme ça à Yaoundé, vous allez entendre les représentations diplomatiques, Amnesty International et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est justement à cela que je voulais dire j'ai voulu parce que c'est la question à l'endroit de je voulais ajouter quelque chose à juste après le partage. Oui, juste parce qu'il faut comprendre une chose. L'idéologie des suprémacistes, Bertrand l'a définie. Mais le drame, ce que vous trouverez, Gobineau, qui est un de ces idéologues-là, vous trouverez son nom en Afrique, vous trouverez le nom de Montesquieu, qui Rue Montesquieu. Oui, même le collège Montesquieu. Alors que ce monsieur estimait que nous ne sommes pas des hommes parce que Dieu qui est si intelligent ne peut pas mettre une âme, un esprit dans un corps tout noir. Nous-mêmes, nous accompagnons notre chodification. D'accord. Alors, la question est posée. Les ONG seraient en confinement pendant que ça se passe? Oui, je suis Charlie Hebdo, je suis ici, je ne mets jamais Tchaka Zulu, jamais Manibem Tombi, jamais Douala Mangabel, jamais tout ce que nous connaissons en Afrique ici. Voilà une exécution publique qui est manifestement dans une cérémonie qu'on sert à tout le monde. Puisque M. Salam était très poli pour dire qu'il voyait une seule main. L'autre main a quelque chose de très compliqué. C'est pour ça qu'elle n'est pas trop visible. Il a deux mains, ce policier. Quand même il n'est pas manchot. Non, il n'est pas manchot. Quand il dit même qu'il y a une position dont il fallait immobiliser ce monsieur, non, ce monsieur n'avait plus besoin d'être immobilisé, puisqu'il avait déjà été menotté depuis là-bas. On a vu. Il a été déjà menotté. Et vous ne voyez même pas, c'est sûr que même ses pieds sont également attachés. Alors, le bon monsieur, peut-être certainement, il cherchait la drogue dans ses poches. C'est à ce moment peut-être là qu'on a dû filmer. Pendant 10 minutes. Qu'on a la drogue sur quelqu'un pendant 10 minutes. Qu'on a vu seulement pour montrer au noir que nous sommes tout. C'était vous Hubert, si tu me permets en quelques minutes de t'interrompre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce policier est en train de fouiller. Il fait un fouille au corps. Dans sa position, il a les deux mains dans les poches. Et ce que vous n'avez pas peut-être remarqué, c'est que juste à côté de lui, il y a un autre policier qui, lui, maîtrise les pieds de George Floyd. C'est-à-dire que George Floyd, même dans le mouvement auquel il faisait allusion, mouvement de défense qui pourrait venir de George ne peut faire aucun mouvement. Voilà. Parce que pour ceux qui ont fait les arts martiaux, il faut que vos jambes soient écartelées. Vous allez prendre donc un appui sur l'une des jambes pour pouvoir vous retourner. Parce que là, il a les mains écartées. Il ne peut pas le faire parce que ses pieds sont coincés par le coulet. Il devient tout simplement. Le seul moment qu'il faisait, vous avez certainement vu un liquide inattendu, enfin du moins par nous, mais attendu par eux, qui circulait là, on voit très bien. Pour dire que nous, Africains noirs, parce qu'il faut également le préciser, nous sommes victimes et nous sommes parfois, sinon à tout le temps, à l'origine de ce qui nous arrive. Pourquoi est-ce que depuis que nous subissons autant d'agressions, nous ne parvenions pas à arriver à formater notre ancienne solidarité noire d'avant les contacts regrettables, c'est-à-dire avant les conversations traites et ainsi de suite. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce que lorsqu'on a, comme disait le patriarche, mais il y a tellement d'ONG, mais je ne sais pas s'il y en a même une seule qui s'est intéressée à ça. Je ne sais même pas si des enseignants de droits de l'homme et de liberté, parce que c'est eux qui nous apportent ça chez nous ici, alors que l'Afrique connaissait bien toutes ces choses, les a même très magnifiées, et même la démocratie dont on parle aujourd'hui, la plus grande démocratie au monde, était celle appliquée en Afrique, parce qu'elle était basée sur les compétences et la méritocratie, et non pas les réseaux mafieux et ainsi de suite, comme nous connaissons aujourd'hui. Quelqu'un dit tantôt ici que le président actuel des USA avait été là à cause de ainsi de suite. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est voilà autant d'interpellations pour la race noire. Pour que nous prenions nous-mêmes nos responsabilités, que aujourd'hui, on en a marre pour arriver à formater les États-Unis. Mais ces 13 colonies britanniques
de l'Amérique du Nord qui ont dit aujourd'hui, nous ne voulons plus de cette soumission. Elles sont devenues indépendantes. Et aujourd'hui, ils sont États-Unis d'Amérique, jusqu'à, je ne sais pas, 50, 53 ou 54 États. Qu'est-ce qui nous dépasse? Vous allez donc voir que ce qui nous dépasse, c'est justement donc le pouvoir de l'avoir matériel. Parce que j'aime, quand je dis j'aime, par exemple le poisson, c'est pas le poisson que j'aime, c'est mon ventre. Puisque si j'aimais le poisson, je lui aurais donné la vie. Mais quand je le tue et je le mets dans mon ventre, c'est que j'aime mon ventre contenu et rempli du poisson. J'aime l'argent. Et notre Dieu, c'est cet argent-là. Et c'est ce Dieu-là qui nous permet aujourd'hui de subir au quotidien ce que nous subissons là. Parce que nous devons maintenant voir comment est-ce que notre frère est dans une situation regrettable. Vous voyez? Comment est-ce que le policier à côté, parce qu'il y a un autre, parce que je vois seulement celui qui maintenait ses pieds, il y a un autre certainement, il est en train de donner des ordres à la foule, de ne pas s'y approcher. Effectivement. Et il y a également les autres tout autour. Ça veut dire que c'est une exécution internationale pour que la race noire comprenne très bien que les Blancs disent qu'on n'a plus trop besoin de vous et nous sommes décidés de vous exterminer systématiquement si vous voulez. Faites tout ce que vous en avez besoin. C'est donc maintenant l'heure pour nous d'en faire une véritable solidarité. Oui, je voudrais prendre les téléspectateurs, mais de peur. Quand j'incrimine les policiers, autant j'incrimine aussi la population. Vous savez, j'ai, pour l'une des rares fois de ma vie, dormi en cellule parce que j'avais vécu une scène pareille. Et j'ai bousculé. Et ça n'est suivi une rixe. J'ai dormi dans une cellule à la gendarmerie à Douala. Vous savez, les Américains, ça, ce qui vient de se passer, c'est anecdotique de ce que sont les Américains. C'est des roublards. C'est des gens. C'est des égoïstes, c'est des gens qui parlent plus. C'est-à-dire, les Américains, c'est, comme on dit souvent, c'est des enfumeurs. Parce que moi, j'ai regardé ces vidéos sous d'autres angles. Vous avez il y avait plus de passants qu'il n'y avait de policiers. À un moment, quand la vie d'un citoyen est menacée, vraiment, là, il n'y a plus de justice. Parce que même le policier qui est devant là, vous le regardez, c'est un minuscule. C'est un nabo. Un nabo ne peut pas tenir une foule aussi compacte. Vous avez un black là qui passe son temps à bavarder. Et quand vous suivez la vidéo, check his pool. Essayez de tester son pool. Mais check his pool parce que le gars, il ne présente aucun signe de vie. Mais à l'heure de la journée, vous êtes policier, vous êtes gendarme, vous êtes militaire, comme nous on dit souvent au ghetto, on va d'abord au sol. Bonjour, précisons encore, en plus que l'État du Minnesota, dont dépend la ville de Minneapolis, est un État à prédominance raciste depuis toujours et rien n'a encore changé. On s'étonne alors pourquoi nous continuons de recevoir les leçons de ce type de pays dont l'âge atteint plusieurs siècles, contrairement à certains pays vieux de quelques décennies. À Dawana. Est-ce que vous savez pourquoi Twitter a décidé de supprimer une partie le tweet? Parce qu'il a traité ceux qui ont manifesté de racailles. Il est question que votre média demande à l'ambassadeur américain dans notre pays de bien vouloir nous expliquer ce que signifie ce comportement en mondovision à Dawana. A donc passé, lui, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut en plus. Bonjour le plateau. J'aime bien la formule « On ne peut pas être un ange en enfer » de M. Bessala. Simon depuis Ayala. J'aime bien. Bonjour à vous. L'analyse des panélistes est plus édifiante que de se borner à lire les messages. Comment allais-je savoir que vous avez cette prétention aussi? Merci de me qualifier de borné aussi. On peut passer. Bonjour, les Noirs américains doivent demander la sécession et constituer un État à part entière où ils vivront entre Afro-Américains. C'est là-bas que doit être l'Ambazonie. Les ONG ne diront rien de peur de voir leurs finances bloquées. C'est pathétique, nous dit Fly ce matin depuis Mvogbeti. Où sont passées les ONG pour accabler les États-Unis d'Amérique?
leur Sénat et tous les autres pays dits défenseurs des droits de l'homme. Serge JCA Dambam s'interroge dans ce sens-là. Bonjour le plateau, pourquoi les policiers noirs aux États-Unis ne tuent pas aussi les blancs? Non, on ne veut pas ça. Je pense que s'ils le faisaient, ce genre de comportement allait cesser. Bien, Otto Marcelin réagit. Bonjour, le racisme existe toujours aux États-Unis et en Occident. J'en sais quelque chose chaque jour à travers mes activités artistiques dans ces pays. Soyons-en conscients. Otto Marcelin. Bien, bonjour à tout le plateau. Je vous assure que l'homme blanc n'a jamais été l'ami de l'homme noir. Donc, moi, rien ne me surprend. Yakoubou, depuis Touboro. Bonjour à tous. Ils nous prennent comme des rats. Ils ont créé le coronavirus pour finir avec notre race. C'est tout. Merci. Alors, le dernier tour de table, le patriarche Miloa ici. Chacun d'entre vous aura, nous sommes à moins 6 minutes. Donc, 1 minute 30. 1 minute 30, je prends quelques secondes pour dire que j'aime ce qu'a dit M. Somba. Tu aimes le poisson. Si tu aimes le poisson, ne le tue pas. Et nous avons des discours ici qui parfois heurtent ma sensibilité. On vous dit que tel pays, nous avons une amitié séculaire. Non, il n'y a pas d'amitié. Dans ce cas, puisqu'il s'agit des Noirs qui sont maltraités, nous le sommes depuis le 15e siècle. J'ai l'habitude de le dire. La bulle papale de Nicolas V, c'était pour ça. Et jusqu'à date, nous ne comprenons pas qu'on ne nous prend pas au sérieux. Et que pour qu'on nous prenne au sérieux, nous devons nous-mêmes nous organiser afin de nous imposer. Hubert Essomba. Oui, je suis dans le même sillage que le patriarche, sauf seulement que cette domestication de la race noire, ce n'est pas seulement depuis le 15e siècle, parce qu'en vérité, ça date même depuis la conquête de l'Égypte par la Rome, depuis l'an 30 avant notre ère. Et c'est là où le noir a commencé à subir ce que nous subissons, alors que le noir est le berceau de toutes ces civilisations. Mais ce qui gêne le plus, c'est que pourquoi donc le noir jusqu'à cette date, jusqu'à ce jour, ne parvient pas à prendre conscience pour pouvoir formater son identité réelle, pour pouvoir s'affirmer. C'est ça le problème. Et dit peut-être à la fin que nous, noirs aujourd'hui, peut-être de demain aussi, que nous puissions bâtir une véritable race solide de solidarité dans une espèce de synergie. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Notre identité en dépend. Willy? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis extrêmement choqué. Ah oui, ça je le sais. Et ce qui m'a surtout choqué, c'est que j'essaie de me mettre à la place de sa famille. Et quand vous avez un infumeur de président comme c'est le cas pour M. Donald Trump, je manque des mots, mais de toutes les façons, je suis de tout cœur avec la famille Floyd. J'imagine que ça doit être très compliqué. Nous avons des enfants, nous avons des frères. Personne n'aurait souhaité être à leur place. Il n'y a pas de mots qui puissent les consoler, mais... Bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais dire que l'idée des États-Unis d'Afrique est bonne, mais nous connaissons tous les mentalités qui nous sommes propres. Regardez les réactions africaines après chaque présidentielle et en étant unis, que tous nos problèmes seront améliorés en bien. La question reste posée. Je pense que le véritable problème de l'Afrique est un vrai changement de mentalité, un changement de l'être et de l'avoir. Baba depuis Ebolo va nous écrit: bonjour le plateau, j'ai plutôt peur pour nos frères anglo et artistes de renom qui pensent vivre dans un monde idéal aux États-Unis. Prions que ces choses ne leur arrivent jamais, nous écrit Raymond. Valève et Trambessa, la conclusion. Oui, je voudrais d'abord faire un pied pour dire qu'en fait, j'aime le poisson. Si j'aimais le poisson, je le laisserais en vie. Je ne le mangerais pas, non. Quand on dit j'aime le poisson, on a fait l'ellipse de manger. J'aime manger du poisson. Donc, l'enseignant a utilisé le raccourci. J'aime le poisson. C'est j'aime manger le poisson, on fait l'ellipse. Je voudrais sur le sujet que
pense qu'il y a comme une leçon que nous, les Africains, nous devons comprendre. On n'est jamais mieux que chez soi. Il faut que les gens comprennent cela. Vous voyez que les Noirs américains, même s'ils sont nés là-bas, du fait de leurs parents qui sont arrivés esclaves, jusqu'à aujourd'hui ne sont pas chez eux. Et on le leur rappelle tous les jours. Et la bizarrerie du Minnesota, comme je rappelais les origines historiques du Minnesota, du moins en termes de population, et je le faisais comme cela à dessein, et vous comprenez que vous voyez que les Blancs se considèrent déjà plus autochtones que les Noirs, alors qu'eux-mêmes, ils sont arrivés, ils ont trouvé des Indiens Sioux sur ce territoire-là, qu'ils ont éradiqués. Comme en Australie, on a pratiquement tué tous les aborigènes. C'est comme cela que ça marche. Vous voyez que les Blancs se considèrent déjà plus autochtones que les Noirs sur un territoire qui n'était même pas d'abord le leur à la base. Et ce que les gens ignorent, c'est que les Noirs même sont plus anciens que les Blancs sur ce territoire, parce qu'en fait, les Noirs sont arrivés là-bas en esclaves. En esclaves par le biais des Français qui avaient conquis ce territoire. Et bizarrement, les Blancs américains se considèrent déjà comme autochtones. Je crois qu'il faudrait que nos frères le comprennent. Bon, quelqu'un aussi a parlé de nos amis, nos frères anglophones qui vont aux États-Unis. Ils sont très malins, hein, nos frères anglophones camerounais. Ils ne partent pas n'importe où. Vous allez arriver au Minnesota, vous n'allez pas trouver les anglophones. Ils connaissent les États qui sont favorables à l'immigration. Donc, qui ne s'en inquiète pas. Nos frères sont très malins quand ils sont en Europe ou chez les autres partout. Donc, pour ça, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais je voudrais terminer et sortir en disant que les Camerounais comprennent à travers ces actes le professionnalisme de nos forces de maintien de l'ordre et de défense au Cameroun. C'est hyper important. Il y a des choses que vous ne pouvez plus voir au Cameroun, ce genre de choses-là. Vous comprenez qu'en fait, armée et nation, je veux même dire force de défense, force de maintien de l'ordre et la nation font un. On éduque, on forme nos hommes en tenue au Cameroun. Et on ne peut pas arriver avec ce genre de Merci. Yaoundé exige, voilà, ça c'est Adawana qui nous envoie cette information et dit Yaoundé exige une enquête indépendante et internationale après l'exécution sommaire d'un Afro-Américain anglophone par la milice raciste du régime au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Le ministre délégué en charge du Commonwealth en tournée en Europe compte saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, dit Adawana. Bonjour le plateau, Hilaria Allegrosi a constaté le massacre là aussi. Si c'est au Cameroun, tout le monde va parler. Fred Leboudi nous le dit. Bonjour à tout le plateau. Le noir est responsable de ce qui lui arrive parce que nous sommes très doués pour des beaux discours, mais nous ne sommes pas concrets. Merci à vous pour ces différentes réactions. Merci à vous, Hubert Essoma, d'être passé. Lundi prochain, vous reprenez avec la route de l'école. Inévitablement, mais avec beaucoup de prudence et précaution. On vous a dit que tout est déjà prêt, fin prêt? De toutes les façons, nous n'avons pas toutes les assurances, mais il y a quand même quelques garanties. Mais sinon, lundi, c'est inévitablement inévitable que soit donc ici et partout au Cameroun que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Patrice Muloa, ici, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Merci. On se retrouve lundi. Ça sera fait. Willy, pareil pour vous? Oui, bien sûr. Vivement que le week-end soit un peu plus gai que la semaine. Je sais quand même que vous avez d'autres forces qui sont... Non, quand je dis vivement que le week-end soit gai, vous savez ce qu'il faut pour que mon week-end soit gai. C'est un appel du pied à mon ami Valère Bertrand. Oui, un appel du pied, mais moi je ne marche pas du pied. On se souhaite un excellent week-end. Et je souhaite aussi beaucoup de prudence à l'enseignant face au coronavirus dès lundi. Et qu'il n'aille pas en boîte de nuit ce week-end. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Disons-nous tout simplement à lundi. Merci à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée tout au long de la semaine pour la production de cette émission. Nous souhaitons également à ces hommes et femmes valeureux d'Info Télévision de passer un excellent week-end. À lundi prochain.